Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous êtes une femme de droite. 8 candidats de la droite et du centre ont déjà fait acte d'une candidature pour la primaire. Êtes-vous à votre tour candidate? Oui, je suis candidate. Je suis candidate à la primaire. Et si vous le permettez, je voudrais dire en quelques mots pourquoi aux Français qui nous regardent. Merci à tous. On l'a dit effrontée, ambitieuse, reine de la com, guerrière, insoumise, voire emmerdeuse. Qualificatif magnifique. On la traite parfois de bobo parisienne, d'enfant gâté, tout en reconnaissant son intelligence et son courage. Ses qualités politiques, intellectuelles ne sont pas contestables. Quand il s'agit d'évoquer Nathalie Kosciusko-Morizet, les jugements sont souvent tranchés. Mais tout le monde s'accorde sur un point. NKM, comme on la surnomme, est singulière, indéniablement. Singulière par sa personnalité, qui fascine parfois, irrite souvent. Elle a le cerveau de Giscard, il faudrait qu'elle ait le cœur de Chirac. Singulière par son positionnement idéologique et sa capacité à se jouer des codes et des conventions, quitte à se retrouver aux marges de son propre parti, les Républicains. Son évolution de ligne politique n'était pas compatible avec le statut numéro 2. À 43 ans, cette polytechnicienne a déjà une longue carrière derrière elle. Entrée au RPR comme experte en écologie, elle devient très vite députée, puis maire de Longjumeau. Repérée par Nicolas Sarkozy en 2007, elle est propulsée en 2010, numéro 4 du gouvernement, à la tête d'un super ministère de l'écologie. Elle est aujourd'hui députée de l'Essonne et présidente du groupe Les Républicains à la mairie de Paris. Derrière cette cadra aux allures d'héroïne romantique se cache une femme politique aux méthodes de tueuse. Une ambitieuse qui clame son indépendance et croit, dure comme fer, non sans une pointe d'arrogance, en son intelligence, ses idées et sa bonne étoile. Voici Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Convaincue qu'elle peut devenir un jour la première femme présidente de la République. Allô? Oui, bonjour, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça va bien, je vous avais laissé un message hier, je vous dérange pas? Pour valider la candidature à la primaire, il faut qu'on dépose avant le 9 septembre 3 catégories de parrainage. 20 parlementaires, 2500 adhérents les Républicains et aussi 230 grands élus. Mais bien sûr, ils auraient l'air de quoi, franchement, ça ferait pas moderne. Mais vous savez, il y a beaucoup de vos collègues qui me disent, nous, on nous demande de faire un effort pour la parité dans nos communes, et à Paris, ils ne sont même pas fichus de faire un peu de place. Bon, c'est gentil, ça me touche vraiment. Et non, je ne le prends pas du tout mal, au contraire. C'est pas facile d'être une femme politique, surtout quand on n'est pas laide. Merci à vous. Au revoir. Ça crée chez beaucoup d'hommes une relation compliquée, à tout point de vue. Ouh! Venez, il y a une bonne photo à faire là. Si j'avais su, je me serais mieux coiffée. Un homme qui est atypique, il est indomptable. Une femme qui est atypique, elle est hystérique. On est confondu par tant de crétineries, mais on sait que c'est l'ordinaire. Il suffit d'aller passer une journée à l'Assemblée nationale. Ça s'estompe, c'est en régression. Enfin, il reste des éléments stables assez forts dans ce domaine. Moi, je me souviens, j'avais pris un assistant qui était un assistant. C'était un garçon qui avait mon âge. Et quand on était ensemble dans les couloirs, les gens avaient du mal à imaginer que l'un ou l'autre puisse être député, mais spontanément, ils l'appelaient monsieur le député. Une fois où j'étais entrée dans l'hémicycle par la porte dérobée par le haut, par laquelle on a le droit d'entrer pour rejoindre ma place, et je suis tombée sur une femme députée qui m'avait dit « mais il n'y a que les députés qui ont le droit d'entrer ici ». Je dis « bah ouais ». C'est un monde dans lequel la présence des femmes n'est pas spontanément attendue. La séance est suspendue. À l'inverse de certaines femmes qui essayent, je dirais, de prendre les codes masculins, de se fondre plus dans le système, elle assume pleinement qui elle est et donc cette part de féminité. Faut que je mette de remettre du rouge à lèvres là ou pas? Léger. Très léger. Très très léger. Non, bah oui, mais faut pas me regarder alors. Non, mais tu sais bien comment je suis, je veux dire. La première singularité de Nathalie Kosciusko-Morizet est d'abord d'être une femme, jeune, en politique. Un handicap? Plutôt une particularité. Elle est née dans une famille très aisée, avec une mère qui était très aisée. Sa mère, Marie-Thérèse, était une femme très aisée. Elle a été élevée par sa mère, qui était une femme très aisée. Elle a été élevée par sa mère, qui était une femme très aisée. Elle a été élevée par sa mère, qui était une femme très aisée. Elle a été élevée par sa mère, qui était une femme très aisée.
dont elle a toujours su habilement tirer avantage, même si elle s'en défend, jouant, voire surjouant parfois de sa féminité et de son charme, alternant entre un battement de cils et un sourire enjôleur, séduction et force de conviction. La primaire, ça ne doit pas être un club anglais réservé aux hommes et interdit aux femmes. Merci à vous. Enfin, je m'en refuse. Face à la presse ou lors d'un échange sur la place des femmes dans la sphère publique, celle qui a fait modifier les statuts de son parti pour instaurer plus de parité ne manque jamais une occasion de cibler l'électorat féminin. Bonjour, Laurence Audras, communication du SIMA. En fait, être féministe, moi quand j'avais 20 ans, ça passait pour un peu couillon, parce que c'était le combat de la génération d'avant. Et ben quelle erreur! J'ai été élue députée pour la première fois en 2002, et mon Dieu que j'ai trouvé que c'était long. Je vous enverrai, si ça vous amuse, une photo du bureau politique. Vous n'aurez pas l'impression que c'est paritaire, et vous aurez raison. Il y a 9 hommes pour une femme. C'est comme en prison, parce que c'est le ratio qui est dans la prison aussi. Vous avez fait Polytechnique comme votre père, vous avez été mère comme votre père et comme votre grand-père également. Vous avez un parcours guidé par eux. Première question. La vraie politique de ma famille, en fait, c'était ma grand-mère paternelle. Mais c'était une époque où les femmes faisaient pas visiblement les choses. Elle était très militante, c'est elle qui a fait entrer son mari en politique. En fait, dans toute la filiation que vous avez citée, la vraie politique, c'était elle. Mais on ne trouvera jamais son nom dans les livres d'histoire. Nathalie Kosciusko-Morizet a toujours refusé d'être qualifiée d'héritière. Elle l'est pourtant. En tout cas, dans l'acception que Bourdieu donnait à ce terme. Les Kosciusko-Morizet sont les représentants d'une sorte d'aristocratie intellectuelle. Dans la famille, on est polytechnicien ou normalien. Et nombre des aïeuls de NKM ont eu un engagement politique. André Morizet, son arrière-grand-père maternel, grand admirateur de Trotsky, fut l'un des fondateurs du Parti communiste français avant de rejoindre la SFIO. Sénateur de la Seine puis maire de Boulogne-Billancourt, il fut l'auteur en 1932 de l'une des premières lois écologiques visant à combattre les fumées industrielles. Jacques Kosciusko-Morizet, son grand-père paternel, petit-fils d'immigrés polonais, fut directeur adjoint du cabinet de Léon Blum, puis directeur de cabinet de Vincent Auriol sous la 4e République. Le villa. Maire de Saint-Nom-la-Bretèche, après avoir été ambassadeur de France aux États-Unis, il fut aussi conseiller auprès de Jacques Chirac. L'ancienne ministre a gardé une lettre que ce grand-père avait adressée à ses enfants en juin 1944. Vous aimerez la France avec lucidité et avec passion. C'est en la servant que vous servirez le mieux l'humanité. Enfin, le père de NKM, François Kosciusko-Morizet, fut maire de Sèvres et conseiller général des Hauts-de-Seine, après une carrière dans la haute administration et les cabinets ministériels. Quel enfant étiez-vous? Je pense que c'est une question qu'il faut plutôt poser aux parents ou aux frères et sœurs. On l'a posé, mais vous... Bah alors, vous essayez de recouper vos infos. J'ai l'image de quelqu'un déjà d'assez autoritaire, très volontaire, très active, et puis qui bossait beaucoup déjà. Je ne me souviens pas d'avoir été furieusement autoritaire à l'intérieur de la famille, mais j'imagine que je pourrais penser que ma grande sœur a été autoritaire avec moi. Mes parents, à la fois, ils avaient reçu une éducation très classique et en même temps, ils étaient d'une génération qui était étudiante au moment de mai 68, qui reste en fait dans son rail de la bonne éducation très stricte, très classique qu'elle a reçue, avec des idées sur l'effort, sur le travail, sur la politesse, et en même temps, qui aspire à des choses un petit peu plus créatives, un petit peu plus souples. Il y avait un côté de... Tu peux faire parce que tu veux, quoi. Mais en gros, choisis les choses qui te plaisent vraiment, mais tu les fais à fond. Il y avait sûrement une pression, faut pas se mentir, hein. Tout ça n'arrive pas par hasard, quoi. Donc c'est un refus de la médiocrité. Passé le bac, j'avais tout juste 17 ans. J'ai choisi des études qui m'intéressaient en soi. J'avais pas une projection à horizon 20 ans de ce que je pourrais faire. Être ingénieur m'intéressait, avoir la diversité aussi des études d'ingénieur m'intéressait, mais j'avais pas un plan particulier. Parce que petite, vous l'avez entendu dire, pourquoi je ne deviendrai pas présidente de la République finalement? Pourquoi pas moi? Je peux mettre ma main à couper qu'elle l'a dit, je la vois pas me le dire. Non. Votre frère semble l'avoir entendu. Oui, bon. À mon avis, c'est là, enfin, si on n'a pas dit un jour je serai président de la République, il ne faut pas faire de politique. Je veux dire,
Quand j'habitais chez mon grand-père, j'ai vu, mais passer des politiques. À l'époque, c'était beaucoup Philippe Séguin, parce que mon grand-père s'occupait de la fronde contre le traité de Maastricht. Vous savez, moi j'étais étudiante dans une filière très scientifique, et donc à la fois ça m'intéressait, j'écoutais, je regardais, et en même temps, je faisais des études qui étaient complètement décalées par rapport à ça. Donc ça m'intéressait, mais je ne me projetais pas vraiment dans ce monde-là. Je pense qu'elle s'est dit que Polytechnique, c'était plus complet. Parce qu'elle est très littéraire, donc elle est allée faire un truc où il fallait être bon en maths. Moi, je pense que c'est ça, pour montrer qu'elle pouvait tout faire. Et à un moment, elle avait pensé à faire prépa HEC, et ses profs lui ont dit « non, c'est trop facile ». Donc c'est vous qui avez fait donc moi, j'ai fait ça. Après un parcours d'excellence dans les meilleures écoles de la République, un bac mention très bien et une prépa maths sup, elle fait un choix étonnant pour son service militaire à Polytechnique, la marine. On va au défilé. Merci. Le métier des armes, c'est un métier très complet en fait. Il y a à la fois de l'humain, du technique, il y a de la stratégie, il y a de l'histoire. Il y a de l'ordre aussi. Vous avez fait un service militaire, Henri? Non. Il y a moins d'ordre qu'on croit en fait. L'armée a l'apparence de l'ordre. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Plus intéressant d'une certaine manière du coup aussi. Moi j'ai participé au défilé l'été 94. J'ai beaucoup aimé l'école polytechnique. En sortant de prépa, aller faire un an de service militaire, ça faisait du bien en fait. Parce que la prépa c'est étouffant. Hein. J'ai beaucoup travaillé pour être bien classée et pouvoir choisir mon affectation. Et j'ai choisi un bateau de la flotte française dans l'océan Indien. L'une des seules femmes dans un univers extrêmement masculin, comment ça s'est passé? On a été jusqu'à 3. Il y avait plutôt 200 hommes, c'était une proportion qui était faible, je connais. Une femme sur 200 hommes, ils finissent par oublier sa présence, vous devenez anecdotique. Et donc vous finissez par être un peu observatrice d'un monde d'hommes entre eux. J'ai trouvé que parfois ça manquait de sérieux. Hop, merci. Moi, mon année, on défilait donc devant en fait les Syrahs et ils avaient laissé tomber, je ne sais plus ce que c'était un élément d'uniforme de Syrah, le dernier rang des polytechniciens pour obliger les Syrahs à marcher dessus. Il y avait eu un truc vraiment grave et par ailleurs intelligent. Le président de la République ainsi que les différentes personnalités se sont levées pour le passage du drapeau de l'école polytechnique. Oui, il y avait du bizutage. Et les épreuves sont assez brutales, du genre rester pendant une journée à l'avant du bateau en plein cagnard, arrosé par de l'eau de mer, donc vous finissez cuit comme un homard. Vous faire malaxer d'huile de moteur. C'est une préparation pour le monde politique en fait, du coup. Et en même temps, c'est moins hypocrite que le monde politique. Là, c'est de la violence directe. Bonjour, madame. Oui, avec les conseillers de Paris. On va voir avec Claire. Madame Kosciusko-Morizet n'est pas placée avec les députés. Je pense que vous êtes placé avec le conseil de Paris. Pourquoi? Parce que c'est l'Élysée qui fait le placement et souvent c'est le cas. Compte tenu des bonnes manières du protocole de la ville de Paris, qui me mettront au dernier rang, je préfère la classe, si vous voulez. On va décaler tout le monde d'un rang, donc vous allez être au deuxième rang, à côté de Monsieur Launay. Super, merci beaucoup. C'est gentil, merci à vous. Quand une femme a du caractère, c'est une emmerdeuse. Beaucoup des qualités qu'elle a deviennent des défauts parce que c'est une femme et qu'une femme, elle doit être soumise, elle doit être belle et se taire. Et comme elle ne se tait pas, franchement, c'est sûr que c'est un peu un handicap. Mais je pense quand même qu'elle inspire le respect. C'est une emmerdeuse respectée. Soi-disant, Jacques Chirac a dit que c'était une emmerdeuse. Est-ce que vous diriez la même chose d'elle? Non. Je n'aime pas ce vocabulaire et je n'aime pas cette attitude. Nathalie a une forte personnalité. Et comme tous les gens qui ont une forte personnalité, c'est difficile de les manager. Mais pas qu'elle. Pas parce qu'elle est une femme. Nathalie, c'est un responsable politique pour moi.
Il n'est pas question de voir si c'est une femme ou pas. Je déteste le mot emmerdeuse, pour reprendre votre expression, le mot hystérique, je n'aime pas ça, ça ne me plaît pas. Est-ce que le fait qu'elle soit polytechnicienne, donc ingénieure, change quelque chose dans sa manière d'appréhender les questions économiques et politiques? Il y a une autre femme ici au Sénat qui est Fabienne Keller. Elles ont en commun, par exemple, de s'intéresser de manière précise à des sujets difficiles comme ceux de la défense, qui sont des sujets à dimension scientifique, technologique, industrielle. Donc il y a vraiment chez elles les cicatrices, je dirais, de sa formation. L'avion ravitailleur, c'est ceux qui nous prêtent au Sahel. D'ailleurs, il a ces 2 trucs de ravitaillement. Elle n'est pas prétentieuse. En tous les cas, je ne l'ai jamais vue venir en disant « je suis bardé de diplômes, il faut me respecter ». Voilà. Elle la joue plutôt simple. Voilà. Peut-être qu'elle, par contre, ça lui a donné, dans son rapport avec, je dirais, les autres, des certitudes, en tous les cas des capacités à ne pas se laisser compter des choses. Quand elle déroule un raisonnement, c'est Cléro Cordeau. De ce point de vue-là, oui, c'est une polytechnicienne, mais surtout, bon, elle ne parle pas le patois énarchique et c'est en train de devenir une qualité presque déterminante. Vous êtes bien sympa, mais moi, 14h dans mon agenda, c'est l'heure à laquelle je quitte ma maison. Tu peux peut-être quand même te brosser un peu pour le mettre dans mon agenda. Parce que s'il faut que je dépiote tous mes mails pour savoir ce que je dois faire dans la journée, ça va devenir compliqué. Donc j'en ai un peu marre de vos plans merdiques où vous ne communiquez pas entre vous. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Ça va bien? Ouais, ça va. En arrivant au service militaire, je disais des choses qui étaient parfois détournées, disons. Et donc, vous vous rendez compte que vous faites rire, donc vous apprenez en même temps, vous apprenez d'autres codes, rien que pour ne pas faire rire. Je lui ai souvent dit qu'elle avait raison de ne pas porter de mini-jupe parce qu'on verrait ses couilles. Et franchement, ça ne lui plaît pas du tout quand je dis ça. Mais c'est vrai qu'elle le dit. Peut-être que comme elle est un peu timide, un peu réservée, que quand elle se lâche trop comme tous les timides. Après Polytechnique, NKM hésite un temps et s'oriente finalement vers l'école des eaux et forêts. Une sensibilité à l'écologie peut être inspirée par le souvenir de vacances passées dans le parc botanique de son autre grand-père, Hubert Treuil, lui aussi polytechnicien, entrepreneur et grand voyageur. Ça me fait plaisir de venir parler un peu d'écologie avec vous. Il faut que je parte vraiment à 19h30. C'est gérable, ça? Il faut que je libère la nounou, en fait. Je ne veux pas vous raconter des cracks. J'ai choisi l'écologie bien avant de choisir la politique. Si je peux la libérer avant 20h. J'ai hésité entre pas mal de choses à la sortie de Polytechnique. Et notamment, j'ai hésité à faire de la recherche. Mais j'étais vraiment pas du tout faite pour ça. Après un bref passage chez Alstom, Jérôme Monod, l'homme qui murmurait à l'oreille de Jacques Chirac, repère cette jeune femme spécialisée dans les questions environnementales. Il a fait entrer dans l'équipe de jeunes experts en charge de la préparation de la campagne présidentielle de 2002. Chirac a découvert, au tournant du siècle, que les questions liées à l'écologie étaient cruciales. Très vite, Nathalie s'est proposée pour être celle qui, par ses compétences, puis sa sensibilité, parce que là, c'est une grosse part de sincérité, était capable d'incarner ça. À partir de ce moment-là, il n'a pas tardé à comprendre qu'elle avait la touche d'un politique de haut niveau. Il a voulu la mettre en position de rentrer tôt ou tard au gouvernement. Je vais te raconter comment j'ai commencé ma vie politique. Je m'occupais d'environnement au ministère des Finances et j'allais dans des réunions interministérielles. À l'époque, on discutait d'une taxe sur les phosphates dans les lessives. Le truc était tout bien, nickel, au poil, c'était formidable. Je me suis retrouvée dans une réunion interministérielle où on a tué la taxe phosphate dans les lessives. Pourquoi? Parce que Fabius, il avait une usine à phosphate dans sa circonscription et à l'époque, il était ministre des Finances. Et Dominique Voynet, qui était à l'écologie, a échangé le renoncement à la taxe phosphate contre je ne sais pas quel accord sur des circonscriptions. Tu vois, si c'est intelligent. Moi, c'est à partir de là que je me suis engagée en politique. Mon premier pas vers un parti politique, ça a été à ce moment-là. Je suis devenue expert en écologie du RPR. Il faut dire qu'il n'y avait pas foule à l'époque pour aller faire l'expertise en écologie du RPR. Donc j'ai trouvé assez vite ma place. 20 ans après, on n'a toujours quasiment pas avancé sur la fiscalité environnementale. Donc j'y crois, mais je sais que c'est dur. Les taxes sur les huiles. Elle était dans ses débuts mi-politique, mi-conseiller technique. Elle était mi-expert, mi-député. Et c'est progressivement qu'elle a abandonné
Et elle a tout fait pour l'abandonner. Cette labellisation d'expert. Sur le politique gouvernemental. Il y a tellement dans l'écologie d'approximations, de fausses études. Quand elle parle d'écologie, elle le fait avec une certaine forme d'autorité scientifique. Chirac voulait qu'elle soit députée. Et les circonscriptions, surtout dans la région parisienne, ne sont pas gagnables, ne sont pas si nombreuses. Sans doute, je ne suis pas le seul à l'avoir proposé, cette idée qu'elle soit, dans un premier temps, suppléante, vu son âge. Elle n'avait pas 30 ans. Avec la perspective éventuelle d'être la suppléante d'un ministrable. 19h hier, dans quelques minutes, cet homme sera ministre. Il ne savait pas, le ministrable en question, à quel point il venait de prendre un booster qui allait leur faire un ministre. Monsieur Pierre-André Wiltzer. 19h25, c'est officiel, Pierre-André Wiltzer est le nouveau ministre de la coopération et de la francophonie. Ça marche. Il méritait sûrement de l'être, mais enfin, il semble l'avoir été pour que Nathalie, qui fut sa suppléante, puisse devenir députée et qu'on l'installe sur une rampe. Oui, ça je me souviens très bien. C'est classique. Il n'y a là pas de choses toutes particulières. Je n'ai pas joué un rôle moi-même, puisque je ne pouvais pas nommer Pierre-André, je n'étais pas président de la République. Mais j'étais au courant du choix qui était proposé, je le soutenais. Le moment est venu donc de passer au dernier temps de cette émission. Il ne s'agit pas d'un duel, vous l'aurez compris, mais d'un dialogue entre vous, Monsieur Barre, qui avez choisi de quitter la scène politique, et vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez 28 ans, vous y entrez. Si vous permettez, c'est une grande satisfaction pour quelqu'un qui, après 38 ans de carrière politique, s'éloigne de la scène politique, de voir de jeunes collègues apparaître sur la scène. Et je vous fais tous mes vœux, madame. Tous mes vœux. Mais c'est moi qui suis très heureuse d'être là ce soir avec vous. Elle est à l'époque une petite fille polie, discrète. Elle ne donne pas, dans un premier temps, le sentiment d'être un aigle politique qui arrive et puis tout doucement, elle va prendre confiance peut-être en elle-même. Elle va, je crois, certainement aussi s'ancrer sur le territoire, voir les possibilités qu'elle a d'implantation. Elle prend sa dimension politique pleine et entière. Dans la préparation de la campagne présidentielle de 2007, en s'investissant dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Une fois élu, Nicolas Sarkozy veut mettre en avant des jeunes talents. Il la nomme secrétaire d'État à l'écologie. Ascension fulgurante d'une jeune femme ambitieuse et pressée. Pourquoi l'avez-vous poussée assez vite, finalement, puisqu'elle a eu une ascension assez rapide du gouvernement Fillon? Elle m'en a souvent fait le reproche. Elle considérait que je la faisais trop patienter. Non. Elle était très... Enfin, je crois qu'elle était heureuse de rentrer dans mes gouvernements. Mais elle était marie d'être secrétaire d'État, alors même que d'autres, puisqu'elle est très attentive à ce que font les gens du même âge qu'elle, avaient des postes de ministre. Et pour moi, c'était clair, je ne voulais pas la gâcher. Non pas parce que je ne croyais pas dans son potentiel, c'est tout le contraire. Ce potentiel l'amène à travailler sous la tutelle de Jean-Louis Borloo. Tutelle, un mot qui ne lui convient pas. Ce qu'elle prouve avec fracas, un an plus tard. Lâchée par les siens lors du débat parlementaire pour limiter les OGM, l'effronté provoque un véritable psychodrame au sein de l'UMP. À l'Élysée comme à Matignon, on apprend à ce moment-là la teneur de la tribune de Nathalie Kosciusko-Morizet apparaître dans Le Monde. Elle y dénonce, je cite, un concours de lâcheté au sujet du projet de loi OGM. Visait son ministre de tutelle, Jean-Louis Borloo, et le patron des députés UMP, Jean-François Copé. Des mots forts adoucis un peu plus tard à la radio. Quand il n'y a pas assez de députés dans l'hémicycle, et il y a un défaut de mobilisation des députés sur ce texte, ça s'appelle la responsabilité du président du groupe. Je n'imaginais pas recueillir en échange de telles injures. Dire ce que vous pensez, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué pour les personnes qui reçoivent le message. Je pense que ça a été aussi un acte fondateur de sa personnalité politique. Après cette expérience conflictuelle au sein de son propre camp, l'insoumise comprend vite l'intérêt de naviguer à contre-courant pour sortir du lot. C'est la stratégie du contre-pied. Une stratégie, parfois appuyée par de réelles convictions, qu'elle déclinera ensuite méthodiquement tout au long de sa carrière. Sa marque de fabrique, la méthode NKM. Au moment où on construit des camaraderies, où on construit des réseaux, où on construit ce qui plus tard vous aidera à accélérer,
Elle a accéléré dès le départ. Et donc, dès le départ, la caractéristique du fauve en politique, c'est qu'il est solitaire. Et donc, il est vu par les autres comme un concurrent. Après l'épisode des OGM, NKM est un temps secrétaire d'État au numérique, avant de remplacer Jean-Louis Borloo en 2010. Elle prend la tête d'un super ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Nathalie Kosciusko-Morizet sous son aile, pour tenter de faire taire ceux qui pensent que Jean-Louis Borloo lui en veut un départ sans un mot. Elle devient alors, à 37 ans, numéro 4 du gouvernement Fillon. Quelques mois plus tard, lors des élections cantonales, NKM se trouve un nouveau combat. Face à un FN menaçant et à une droite qui hésite, elle défend l'idée d'un front républicain. Désormais, elle s'opposera farouchement au Front National, dont Marine Le Pen vient de prendre la tête. D'abord, on vous fait une question pour toutes les deux. Vous voyez pour la première fois, vous vous connaissez, vous êtes déjà croisés? Non, on ne s'est jamais croisés. On avait des discussions, on était très comme ça à la maison, très anti-extrême. Et donc, quand elle a pris des positions fortes là-dessus, ça m'a pas étonné un quart de seconde. National, aujourd'hui, c'est surtout une gigantesque tromperie. Et j'ai écrit ce livre pour dire pourquoi. Elle dit souvent que ce qui la sépare le plus des populistes, du Front National, etc., c'est leur pessimisme et son optimisme. Je crois que c'est vrai. Je pense que les réacs qui disent c'était mieux avant, etc., elle les détestent très, très, très profondément. Il faut être honnête, elle a mené un combat intransigeant sur le Front National, qui lui a valu d'ailleurs en 2012 une législative très tendue. Elle a tenu, elle n'a jamais cédé sur ces questions-là, et ça c'est plutôt à son honneur. Nous demandons à nos électeurs d'appliquer à Madame Kosciusko-Morizet la réciprocité et par conséquent à voter pour le Parti socialiste dans sa circonscription. Des électeurs du Front National en voici justement. Eux sont des militants et n'ont rien oublié du livre écrit par Nathalie Kosciusko-Morizet intitulé Le Front antinational. Je ne sais pas qui a voté quoi à cette élection, mais en fait, finalement, en dépit de ce que les gens attendaient sur le premier tour, parce que sur le deuxième tour, il y avait tous les médias qui étaient là et ils attendaient tous de me voir pendu. Tout le monde pensait que j'allais perdre. Et en fait, il y a eu un sursaut. Madame Le Pen avait appelé non seulement à me faire battre, mais aussi à voter socialiste, et elle subit ce soir un échec. Ce soir-là, NKM se réjouit de sa victoire sur le Front National en Essonne. Mais quelques semaines plus tôt, dans la dernière ligne droite de la présidentielle de 2012, alors porte-parole de Nicolas Sarkozy, elle a dû avaler bien des couleuvres, en cautionnant la dérive très droitière de la campagne, inspirée par l'obscur Patrick Buisson. Il faudra attendre la défaite pour qu'elle déclare, bien tardivement, que le conseiller ne voulait pas faire gagner Nicolas Sarkozy, mais Charles Maurras, figure d'un nationalisme dur. 3 ans plus tard, lors des élections régionales de 2015, elle sera plus fidèle à ses convictions en s'opposant à la stratégie du ni PS, ni Front National, votée par les Républicains. La stratégie du ça consiste à dire, voilà, si mon candidat du premier tour n'est pas là au deuxième tour, eh ben, je m'en lave les mains, je vais à la pêche. Je ne choisirai pas entre deux candidats, en l'occurrence les socialistes et le FN. Je ne m'impliquerai pas dans cette élection-là au motif que le FN pourrait en profiter. Voilà, moi je conteste en fait cette stratégie. Ainsi, au lendemain du premier tour des élections régionales, le bureau politique des Républicains vote à l'unanimité moins 2 voix la stratégie du ni-ni. J'ai voté avec elle, et c'est là où en sortant elle dit je suis la seule. Sur le ni-ni, elle est courageuse, elle affronte, et de ce point de vue-là, Nicolas n'aime pas ce genre de rebelle. La résistance, il ne l'a pas appréciée. Ça, c'est la boboisation. Non, les idées, c'est plus sérieux. Donc quand elle s'est opposée à la stratégie du ni-ni, pour vous, c'est une forme de boboisation? Elle ne s'est opposée à rien du tout. Elle n'a pas voté en bureau politique. Enfin, j'ai pas compris quelle était l'autre stratégie. Si l'autre stratégie, c'était d'appeler à voter pour les socialistes, c'était une stratégie où une seule personne pensait ça. Confirmez-vous que Nicolas Sarkozy vous a bel et bien évincé de votre poste de numéro 2 des Républicains? Voilà, la question est simple. Écoutez, la réponse est simple. J'ai appris ça dans une dépêche AFP. J'aurais préféré, j'aurais trouvé ça mieux
qui me le disent en face. Jamais eu de brutalité entre Nathalie et moi, pour la bonne et simple raison, c'est que je crois qu'elle a beaucoup d'amitié pour moi, et j'ai beaucoup d'amitié pour elle. Donc, il n'y a pas de... Après, il y a son amour immodéré des journalistes et de la presse. Ça, c'est autre chose. Moi, je me battrai à l'intérieur de ma famille politique pour la partager, cette ligne. La partager avec un maximum de militants et tous ceux qui pensent qu'on ne redressera pas la France avec des réactionnaires, mais avec des visionnaires. J'ai estimé, après les régionales, que son évolution de ligne politique n'était pas compatible avec le statut numéro 2. Le numéro 2 du parti doit être sur un point moyen, en quelque sorte, représenter la majorité. Et elle a du mal à accepter cette idée que c'est pas 300 000 militants qui doivent se mettre sur sa ligne, mais c'est elle qui doit écouter aussi ce que pensent 300 000 militants. Donc il faut que vous alliez à la primaire pour compter les gens qui sont d'accord avec vous. Et c'est naturellement une question qui se pose. Voilà. Toujours prête à saisir sa chance et convaincue d'incarner une nouvelle génération, NKM ne se pose pas longtemps la question. Elle vient ainsi annoncer sa candidature aux primaires sur le plateau d'un 20h et choisit de le faire un 8 mars, date de la journée de la femme, comme un nouveau pied de nez aux responsables de son parti. Seule contre tous, ou presque, elle se lance dans la chasse aux précieux parrainages. Merci. J'apporte mon soutien à Nathalie pour les primaires. Ces critiques, ces rivalités, les gens n'ont ras-le-bol. Merci. Il y a un certain nombre de personnalités politiques qui disent primaire ouverte, mais qui pensent primaire fermée. C'est un marathon, cette pré-campagne. Je change pas de discours en fonction du public. Là, elles sont pleines ? Je sais pas, faut demander au bélier, là, il vous dira si elles sont pleines ou pas. Vous inventez l'agriculture que vous rêvez tous les soirs. Je ne vais pas dire ça. Je dis pas que j'ai fait des choses parfaites, mais je suis ingénieur agronome, donc j'y connais minimum, et plus qu'un tas de collègues. Il faut que notre primaire soit la plus ouverte possible, et on a besoin d'avoir une femme. C'est important pour le débat qu'il y ait une diversité de points de vue qui puisse s'exprimer. Je lance un appel. Je lance un appel pour la primaire. Il y a trop de candidats, c'est tourner manège. Voilà. Vous voulez un poème? Encore un peu plus bas comme ça? Là, ça va? Ok. Vous voulez pas de poème? Quand vous voyez les chiffres sur lesquels vous êtes, c'est-à-dire entre 2 et 4% dans les sondages, peut-être que l'image qu'on vous colle de bobo parisienne trop centriste, eh bien, votre électorat, il ne se reconnaît pas en vous. Vous savez très bien, parce que vous êtes une analyse fine de la vie politique, que tant que les médias, et c'est le jeu de tous les politiques qui voudraient que la primaire reste un entre-soi, tant que les médias seront entretenus dans l'idée ceux-là, ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas leur parrainage, donc ils ne sont pas dans la primaire, les sondages, ils ne décolleront pas. Merci à vous. Son positionnement dans des primaires sous la pression quand même des thèmes du Front National, elle est dans un cadre qui va lui faire peu de place. Mais en même temps, elle a une spécificité, parce qu'elle va être différente. Et comme elle a du caractère, ça il ne faut pas lui contester, qu'elle est capable, de ce que m'ont raconté un certain nombre de responsables de droite, de claquer la porte très vite, même si on croit qu'on a un bon accord avec elle, et d'aller à la télévision et de tout casser, elle ne se fait pas enfermer. Il y a du café à l'intérieur? Vous êtes invité à prendre un café? Fidèle à sa stratégie du contre-pied, NKM se fait discrète au Conseil national des Républicains qui réunit la grande famille de la droite. En rupture avec le parti, elle est isolée comme elle ne l'a jamais été. Il y a une place ou deux places devant? Il y en a qu'une? Mais elle est où? Tu peux y aller si tu veux. Premier rang, juste à côté de Christian Jacob. D'accord, ça marche. Vous m'attendez, on va prendre un café après? Oui. Les temps ont changé. Désormais, NKM n'est plus la protégée d'un Nicolas Sarkozy qui, après sa défaite de 2012, a remis la main sur le parti pour préparer sa revanche en 2017. De notre porte-parole Guillaume Pelletier. La spécificité de NKM, comme d'autres aujourd'hui, c'est qu'avant il y avait un respect de l'appareil du parti, des grands chefs à plumes, et donc même si on n'était pas content, on obéissait. Or, la désobéissance et l'affirmation de ses propres positions, y compris si ça va à l'encontre du parti, et y compris si ça dérange son parti, fait partie désormais de ses trajectoires politiques propres. Alors, on peut apprécier, parce que ça leur donne une forme de liberté, mais aussi on peut se rendre compte qu'ils utilisent l'appareil du parti quand ils en ont besoin et puis s'en émancipent quand ça les gêne, quoi. En ce jour de juillet, elle s'en émancipe. Comme Alain Juppé, elle quitte le Conseil national avant le discours de Nicolas Sarkozy
censé rassembler la famille autour d'un projet présidentiel commun. Ça va bien? Bonjour Nathalie. Juste un petit mot. Bonjour, sur le... ça va bien? Vous allez voter contre ce projet? Oui, moi je suis opposée à un certain nombre de choses qui sont dans le projet. Je le dis, j'ai à la fois une réticence sur la méthode, l'idée de voter un projet, un texte unique à quelques mois du moment où on doit débattre de grandes options politiques. Et puis par ailleurs, il y a dans le projet des choix, justement, qui ne sont pas les miens et je compte en défendre d'autres dans la primaire. Il y a par exemple dans le projet revenir en arrière sur le non-cumul des mandats. Je trouve que c'est une erreur. De toute façon, c'est le programme de Nicolas Sarkozy. Pas le vôtre? Non, c'est pas le mien. Je vous remercie. D'ailleurs, je suis heureuse de pouvoir avoir l'occasion de vous le développer. Si vous voulez bien poser quelques questions sur le sujet. Ça va? Ouais, je pars en Bretagne. Oh, c'est meilleur. Bonne réunion. Ciao. Notre famille est aujourd'hui en ordre de marche. Et je demande le respect pour les adhérents de notre famille politique. C'est grâce à vous que demain on peut gagner. C'est plus facile d'être sur le trottoir et de parler à quelques journalistes. C'est moins facile d'être au milieu des siens, dans la famille politique qui est la nôtre, pour porter ses idées. Et oui, Laurent, je respecte le choix de François Fillon d'être là, de Nadine Morano d'être là, de Michel Alliot-Marie d'être là, d'Hervé Mariton d'être là, parce que c'est à l'intérieur, quand on a des choses à dire, qu'on les dit, pas à l'extérieur. Est-ce qu'elle est dans la bonne famille et est-ce qu'elle est vraiment de droite? Bah, écoutez, vous pourriez poser la question à moi, qui suis tellement différent. D'abord, est-ce qu'elle est dans la bonne famille? Elle y est. Vous savez la sincérité d'une vie, ce que c'est? C'est pas ce qu'on prétend être. C'est ce qu'on est. Elle fait un choix. Peut-être c'est à l'insu de son plein gré, comme disait mon ami Richard Virenque. Mais c'est un choix. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si elle s'était trompée, intelligente comme elle est, elle aurait changé. Et c'est pas une prison. Alors, elle n'a pas changé. Les Républicains, qui sont issus de l'UMP, à l'origine, c'est une fusion de plusieurs familles politiques. Donc la diversité, elle est normalement dans les gènes de cette famille politique. Et on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mais ça correspond à une sensibilité de la droite et du centre. Donc je pense que c'est une erreur et une forme de retour en arrière, en fait, que de ne plus avoir pu accepter cette diversité. En défendant farouchement la diversité, elle sauvegarde sa propre place, son espace, à gauche du courant majoritaire des Républicains. Celle dont l'ex-mari fut socialiste a su pourtant naviguer dans les instances très droitières du parti, à une époque où l'influence de Patrick Buisson s'y faisait sentir. Difficile de situer NKM sur l'échiquier politique. Ce jour-là, Manuel Valls la reçoit à Matignon. La députée vient présenter sa proposition de loi pour interdire le salafisme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Elle est certainement sur le plan économique très libérale, encore qu'elle a cette tradition gaulliste, d'intervention de l'État, du respect de l'État, de sa présence, voilà. Elle est sur les questions de société très ouverte, voilà, très libérale au sens américain du terme. Donc c'est vrai qu'elle a un côté bobo de droite très marqué. À la différence de Macron, qui dit « je suis ni de gauche ni de droite », elle dit « nous sommes tous, et moi comprise, et de gauche et de droite ». Plutôt de l'un ou de l'autre, mais et de l'un et de l'autre. Barre disait, et quelquefois j'ai l'impression de l'entendre quand elle parle, il disait « il faudra de la décomposition avant la recomposition ». Je pense qu'elle croit à la décomposition avant la recomposition, mais elle ne sait pas très bien comment ça va se passer, et nous non plus. Nous avons déjà une décomposition souvent aujourd'hui de la vie politique. Et si demain, ce qui est possible, le Front National est au deuxième tour de l'élection présidentielle, celui ou celle de droite ou de gauche qui sera face à l'extrême droite, face à Le Pen, sera amené à, non pas forcément à recomposer, mais à rassembler. Et on peut être capable de travailler ensemble entre élus, responsables politiques qui aiment leur pays et qui sont profondément épris d'une certaine idée de la France et qui oublient des querelles et des divisions qui aujourd'hui agacent et exaspèrent les Français. Et vous diriez qu'elle est de droite? Elle est bien dans sa famille? Elle l'est, je crois. Comme moi, je suis de gauche. Mais c'est son combat, c'est son engagement.
Les durs de chaque parti, les droitiers de la droite et les gauchistes de la gauche, ne supportent pas ça. Mais la recomposition politique, elle est peut-être là. Alors c'est pas la troisième voie pour moi, c'est probablement la voie. Une voie à cheval entre la droite et la gauche que NKM emprunte en 2014 après avoir été désignée candidate des Républicains dans la course à la mairie de Paris. Un positionnement destiné à séduire l'électorat parisien. Nathalie Kosciusko-Morizet faisait partie des quelques candidats, je pense d'ailleurs des 2 candidats, qu'on considérait comme étant vraiment à ce moment-là des candidats dangereux, très sérieux. Elle était qualifiée par la presse comme étant bobo compatible. Aujourd'hui, un candidat de droite à l'échelle parisienne n'a de chance que s'il gagne beaucoup de voix au centre et dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'électorat bobo. Situation inédite, elle se retrouve alors opposée à une autre femme, Anne Hidalgo. Une confrontation directe, parfois brutale, mais qui dans cette élection en cachera finalement une autre, tout aussi violente. Elle a plutôt mené un bon début de campagne et puis ensuite, de grain de sable en grain de sable, nous avons vu que le doute s'est immiscé dans la droite parisienne jusqu'à ce que beaucoup d'entre eux comprennent que la victoire parisienne n'était plus possible. Et donc là, leurs vieux réflexes ont pris le dessus de ces barons de l'Ouest parisien. Et ce qui a d'abord compté, c'était leur propre réélection. Et donc ils l'ont lâché. Je fais un sondage. À l'époque, on avait parti qui jouait vraiment double jeu en animant la dissidence à Paris. Bon, c'est un vieux malheur de la droite parisienne, la dissidence. Mais là, on a eu des sortants qui avaient du mal à accepter le renouvellement. Et puis, des gens qui cherchaient à s'imposer par la force sur une ligne politique, en plus, qui n'était pas la mienne. Est-ce qu'ils n'ont jamais vraiment voulu qu'elle gagne? C'est possible. Est-ce qu'ils voulaient juste un produit d'appel, mais pas vraiment lui confier des responsabilités? L'histoire a montré que c'était probablement ça. Quand elle a une défaite, elle a peur d'elle-même. Enfin, je ne devrais pas dire ces trucs, mais je pense qu'elle a peur d'elle. Mais c'est la vraie Nathalie. Et il faut absolument qu'elle revienne dans le divertissement pascalien, tout de suite. Le silence de ces espaces infinis m'effraie. Malgré sa défaite, cette campagne de Paris aura finalement été pour NKM un très efficace accélérateur de notoriété, favorisé par une communication à outrance, avec, en point d'orgue, un changement de look radical. Bien loin de l'image de la petite fille classique et sage de ses débuts en politique. Une question qui n'est pas si anodine que ça, mais qui est très importante. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi ? Monsieur Tréhard, je n'ouvre pas de commentaires sur votre coiffure. Pas de commentaires là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, je trouve ça très... Non, mais tout le monde le remarque. Ah ouais, bah écoutez... C'est plutôt bien. Tant pis, tant mieux. C'est plutôt flatteur. Je trouve ça déplacé que vous preniez du temps de parole dans une interview sérieuse et politique pour me parler de sujets que vous n'aborderiez pas avec des hommes. Vous êtes en train de manger mon temps d'expression sur mon projet. Je voudrais parler de mon projet pour Paris, monsieur Tréhard. NKM, 3 lettres qui claquent comme une marque et que l'élu sait très bien faire fructifier, buzzer sur les réseaux sociaux. Parfois trop peut-être, dans une mise en scène frénétique de son image. Elle a multiplié des actions de communication un peu créatives, un peu surprenantes. Et donc, c'est vrai qu'on s'est posé la question du narcissisme à un moment, parce que c'était... D'abord, c'était nouveau, ça surprenait. Mais je pense que... Elle n'est pas plus égocentrée que les autres. Dans ce milieu-là, les pathologies sont assez courantes. Donc, je ne la vois pas plus affectée que les autres. Il y a beaucoup de politiques qui font des constructions très artificielles d'image. Moi, j'y crois pas trop. D'abord, je trouve que souvent ça se voit, on sent une certaine dissonance. Et même quand ça se voit pas tout de suite, comme le milieu médiatique qui provoque une surexposition de la fonction politique, il y a toujours un moment où ça se voit. Mais dans un instant, nous parlons météo avec vous. Ça correspond à mon tempérament aussi. Voilà, passer son temps à se poser la question de comment ça va être pris. Mon tempérament, c'est de dire un peu les choses comme je les sens. Ça m'a joué des tours parfois, mais je suis vraiment comme ça. 7h48, Olivier Masson recevait ce matin Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne et candidate à la primaire de la droite et du centre. Voilà, va-t-elle réussir à être candidate à la primaire? A tout de suite.
Vous allez nous refaire cet angle pourri. Pardon? Vous allez nous refaire cet angle pourri auquel on a droit tous les matins depuis un mois. Je me casse. Non, mais vous allez voir. Vous allez voir, tout se passe très bien. Parfois, elle nous déçoit dans une prestation médiatique. Elle a quand même assez longtemps parlé comme Françoise Sagan, quoi. Maintenant, elle a ralenti le rythme. C'est plus audible. Ouais. Elle va me tuer, là. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. À propos de primaire, vous avez vos signatures de parlementaires? Ça avance bien. Vous en êtes où? Ça avance bien. Mais je donne pas de chiffres, pour la même raison. Je peux vous réexpliquer comme la dernière fois. Vous êtes convaincu qu'ils veulent pas de vous parce que vous êtes une femme. Ah oui, il y a d'autres raisons. Hein. On lui reproche beaucoup d'être un peu une reine de la communication. C'est vrai qu'elle maîtrise bien. Vous trouvez? Moi, je trouve pas. Comment pouvez-vous convaincre ceux qui voudraient davantage de sécurité sur le plan du salariat? Organisons-nous pour qu'il y ait de la sécurité dans ce nouveau monde aussi. Moi, qu'est-ce que je dis? On a changé de monde. Moi, je suis pas politique. Et quand la question me va pas à la télé, je réponds pas à la question, je réponds à une autre question. Enfin, c'est le b.a.-ba du politique. Elle répond aux questions. Elle est en train de répondre à une question, on l'interrompt avec une autre question, elle répond à la deuxième question. Je dis, mais enfin, vous êtes dingue. Enfin, on ne répond pas aux questions, vous n'êtes pas là pour répondre aux questions. Vous êtes là pour délivrer 3 messages que vous avez gravés dans le marbre et que vous devez dire sans expliquer les prolégomènes, les considérants, les certes, mais néanmoins, etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Elle est d'une génération qui, je crois, considère que dans la fonction politique, il y a la communication. C'est le cas pour tout le monde. Il y a ceux qui le disent et qui l'ont totalement réalisé, ceux qui feignent de croire le contraire ou en tout cas qui ne le disent pas, et puis il y a ceux qui ne l'ont pas compris. Elle ne réfléchit pas à l'image projetée. J'aime bien l'exemple qui nous a été souvent ressorti pendant la campagne de Paris. La photo, qui fleure bon la mise en scène, fait sourire. Et même si ses proches ont assuré que la candidate au municipal avait pour habitude, avec ou sans photographe, de discuter avec des SDF, trop tard. Le mal était fait. Cette image, elle dit à la fois qu'elle est capable de fumer une clope naturellement avec un SDF, ce qui est quand même assez minoritaire dans le monde politique. Si en France, toutes les bourgeoises étaient comme elle, on se marrerait plus. Hein, c'est le contraire d'une grande bourgeoise. Une grande bourgeoise qui n'en aurait que l'apparence? NKM accumule en tout cas les paradoxes. Singulière, toujours. Elle semble avoir un culot monstre, mais n'est pas vraiment sûre d'elle. Elle protège sa vie privée, mais accepte parfois de lever un coin du voile. Vous faites les photos avec tes enfants ou pas? Il y a qui comme photographe? Il y a tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Pas trop, hein. J'ai donné comme consigne pas d'enfants sur les photos. Ça marche. Mais je peux éviter moi aussi d'ailleurs parce que je suis... Il peut y avoir pas de parents aussi? Ah oui, moi j'ai... Oui, mais sans les enfants, s'il vous plaît. Bonjour. Elle peut renvoyer l'image d'une femme pressée, à la limite de l'arrogance, de temps en temps de l'agressivité si on n'est pas de son avis. On va demander. Il faut un adulte, c'est ça? Donc l'adulte, c'est moi. Et il y a 3 enfants. Ah bon, t'es un adulte? Arrête. Le cavalier sur la steppe, il avance, et puis si on ne suit pas sur le même bride, ben, tant pis, on reste, elle ne se retourne pas. Moi, je recommence pas. Pour mener ce type de combat, il faut être concentré sur soi. Si elle ouvrait plus sa personnalité, elle gagnerait plus d'affectif. Ça va, mon chou? Elle a le cerveau de Giscard, il faudrait qu'elle ait le cœur de Chirac. C'est chacun son tour, moi je fais le lit. Appuie. On a des connaissances communes, et quand on parle de Nathalie Kosciusko-Morizet, moi j'ai un nombre d'anecdotes à raconter d'une personnalité avec laquelle on n'a pas forcément envie de passer ses vacances. Et beaucoup me disent, mais tu as tort, c'est une personnalité très sympathique. Ah, regarde, il y a Lolo avec Kylian. J'avoue que, pour l'instant, j'ai pas eu la démonstration de ce caractère-là. Donc peut-être que, dans le combat politique, elle nous épargne sa sympathie. Ambitieuse assumée, NKM n'est jamais aussi déterminée et concentrée que dans l'adversité. Elle obtient in extremis les précieux parrainages la qualifiant pour la campagne des primaires de la droite. Mais son acharnement suffira-t-il à la mener jusqu'aux marches de l'Élysée? Ça passe?
Non, Suzy, ne pleure pas. Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, je comprends pas pourquoi vous faites de la politique. C'est pas du tout votre métier. Enfin, vous êtes beaucoup trop cash, vous avez beaucoup trop de convictions, vous avez trop de sensibilité. Un politique, ça doit être une toile cirée sur laquelle glissent les crachats. Elle m'a dit, écoutez, je sais bien que je suis pas formaté exactement comme il faudrait, mais je vais suivre ma trace, je vais travailler, et il se peut qu'un jour, la configuration des astres fasse que c'est mon moment, et à ce moment-là, je serai prête. Avez-vous réuni les signatures nécessaires pour être candidate à cette primaire? Oui, c'est un mouvement. Bon, tout le monde veut être président de la République aujourd'hui. Trop de personnes peut-être qui s'affichent avec cette ambition. Je ne suis pas arrivé à la convaincre de mettre tout son talent au service du collectif. Et contrairement à ce qu'elle pense, je ne pense pas qu'elle est faite pour une aventure solitaire. C'est trop tôt, peut-être un jour. Ses qualités politiques, intellectuelles, elles ne sont pas contestables. Le reste, c'est un lien, une rencontre entre un candidat, une candidate et les Français. Ça, on verra. J'ai cru comprendre que ce n'était pas pour tout de suite, mais pour après. La route pour monter au sommet, je l'ai empruntée. Je sais qu'elle est longue et qu'elle ne se joue pas sur le talent et sur le travail, mais sur autre chose, la constance et la capacité à résister. C'est la vie qui nous dira si Nathalie résistera. The birds fly suddenly across many fields infinitely, full of the